Vous vous réveillez à 6 heures du matin pour arriver au travail à 8 heures. Vous travaillez 8 heures par jour pour payer des factures qui arrivent tous les mois. Le week-end, vous reprenez des forces pour tout recommencer le lundi. Cette routine va durer 40 ans jusqu'à votre retraite, si vous y arrivez. Et puis vous mourrez. C'est littéralement la vie de 90% des gens sur la planète. Mais voici la vérité brutale que personne ne vous dit. Cette prison n'a pas commencé avec votre premier emploi. Elle a commencé le premier jour d'école. Le système éducatif n'a pas été créé pour vous libérer. Il a été conçu pour vous domestiquer. Alors que vos parents croyaient vous donner des opportunités, vous étiez en train d'être transformé dans une usine de conformité. Et aujourd'hui, nous allons disséquer exactement comment cela se produit, du premier pupitre d'école au dernier jour de travail de votre vie. Chaque matin, des millions d'enfants entrent dans des bâtiments appelés écoles, en croyant qu'ils vont apprendre des choses sur le monde. En réalité, ils sont transformés dans une usine de conformité. Ce que nous appelons l'éducation est en réalité un système de conditionnement comportemental si efficace que nous ne réalisons même pas que nous sommes en train d'être façonnés. Observez la structure, des enfants assis en rangée, tous regardant dans la même direction, recevant les mêmes informations, au même rythme, évalués selon les mêmes critères. Ce n'est pas de l'enseignement, c'est de la domestication de masse. Nietzsche avertissait déjà. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, mais le système scolaire fait exactement l'inverse. Il ne vous tue pas physiquement, mais il anéantit votre capacité à remettre en question, à penser par vous-même, à être véritablement libre. Le processus est subtil et systématique. Dès les premières années, l'enfant apprend qu'il existe une réponse correcte à chaque question et que cette réponse a déjà été décidée par une autre personne. Il n'a pas besoin de découvrir, il a besoin de mémoriser. Il n'a pas besoin de créer, il a besoin de copier. Il n'a pas besoin de remettre en question, il a besoin d'accepter. Chaque leçon est une petite dose de subordination intellectuelle. Les professeurs, la plupart du temps sans s'en rendre compte, deviennent des agents de cette machine. Ils ont eux-mêmes été conditionnés par le même système et reproduisent maintenant le modèle. Ils récompensent l'obéissance et punissent l'originalité. Ils valorisent ceux qui rendent exactement ce qui a été demandé et punissent ceux qui osent penser différemment. La salle de classe devient un laboratoire de comportement où la récompense va à celui qui imite le mieux le modèle attendu. Et ça marche. Ça marche si bien que, peu à peu, l'enfant arrête de poser des questions inconvenantes. Il arrête de se demander pourquoi il doit être là, pourquoi il doit mémoriser des informations qu'il oubliera dans quelques mois, pourquoi sa curiosité naturelle est considérée comme de l'indiscipline. Il apprend la première et la plus importante leçon du système. Sa fonction n'est pas de penser, c'est d'obéir. Le résultat, des adultes qui attendent que quelqu'un leur dise quoi faire, comment faire et quand faire. Des adultes qui cherchent des emplois où ils reçoivent des ordres clairs, des objectifs définis et des évaluations régulières, exactement comme à l'école. La transition est parfaite parce que ce n'est pas une transition, c'est une continuité. Le conditionnement est si profond que la plupart ne réalisent même pas qu'ils vivent en reproduisant les mêmes schémas appris entre 6 et 18 ans. Mathématiques, français, histoire, sciences, le programme scolaire semble innocent, jusqu'à ce que vous réalisiez ce qui est réellement enseigné à travers ces matières. Ce ne sont pas seulement des contenus qui sont transmis, mais une façon spécifique de voir et de se relier au monde. La perspective du subordonné. En mathématiques, vous apprenez qu'il n'existe qu'une seule réponse correcte à chaque problème, et que cette réponse a déjà été définie par une autorité supérieure. 2 plus 2 font 4, et il n'y a pas de place pour l'interprétation, la créativité ou la remise en question. Cela programme votre esprit à accepter que dans la vie, il existe toujours une seule manière correcte de faire les choses, la manière que le système approuve. Vous n'apprenez pas à penser mathématiquement, vous apprenez à reproduire des opérations. En portugais, on n'apprend pas à s'exprimer de manière authentique. On apprend à suivre des règles grammaticales rigides, à écrire des rédactions avec une structure prédéfinie, à interpréter des textes de la manière correcte, c'est-à-dire de la manière que le professeur attend. Votre voix individuelle est graduellement supprimée en faveur d'un standard acceptable de communication. La langue, qui devrait être un outil de libération, devient un instrument de standardisation. L'histoire qu'on vous enseigne est l'histoire des vainqueurs,
raconté d'une perspective qui justifie le statu quo actuel. Vous apprenez les grands leaders, les dates importantes et les événements officiels, mais jamais comment les systèmes de pouvoir se maintiennent, comment la résistance est supprimée ou comment les alternatives au modèle actuel ont été réduites au silence. L'histoire devient de la propagande déguisée en connaissance. Plus importante que n'importe quel contenu spécifique est la structure hiérarchique qui imprègne toutes les disciplines. Le professeur détient la connaissance et vous devez la recevoir passivement. Questionner l'autorité est de l'insubordination. Penser en dehors du programme est une erreur. Schopenhauer observait que toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite violemment combattue et finalement acceptée comme évidente. Mais le système scolaire garantit que vous n'atteignez même pas la première étape. Le curriculum caché est encore plus puissant que l'officiel. Vous apprenez à rivaliser avec vos pairs pour des ressources limitées. Notes, approbation du professeur, reconnaissance. Vous apprenez que votre valeur est déterminée par des métriques externes. Vous apprenez qu'il existe des personnes naturellement supérieures, professeurs, directeurs, autorités, et que votre rôle est de les servir. Ces leçons ne sont dans aucun livre, mais ce sont les plus durables. Les disciplines comme la philosophie, l'art et la pensée critique, quand elles existent, sont traitées comme secondaires, moins importantes que les mathématiques et le portugais. Le message est clair. Penser profondément à la vie, questionner les fondements et s'exprimer créativement n'ont pas de valeur réelle dans le monde adulte. Le système vous prépare déjà à accepter des emplois où ces capacités seront non seulement inutiles, mais indésirables. La première fois qu'un enfant reçoit une note, quelque chose de fondamental change dans sa relation avec l'apprentissage et avec lui-même. Jusqu'à ce moment, il apprenait par curiosité naturelle, par plaisir, par découverte. À partir de la première évaluation, il apprend que la connaissance n'a pas de valeur intrinsèque. Elle a seulement une valeur d'échange. Les notes deviennent la première monnaie de la vie. Une bonne note signifie approbation, amour des parents, reconnaissance sociale. Une mauvaise note signifie déception, punition, honte. L'enfant comprend rapidement que sa valeur en tant que personne est directement liée à ses chiffres sur un papier. Son estime de soi passe à dépendre de la validation externe, un standard qu'il portera pour toute sa vie adulte. C'est la première leçon de la course des rats. Vous valez ce que vous produisez, mesuré par des critères externes établis par d'autres. Peu importe si vous avez réellement compris le contenu, si vous avez développé une pensée critique ou si vous avez grandi en tant que personne. Seule compte la métrique que le système a définie comme pertinente. L'apprentissage cesse d'être un voyage et devient un produit. Les prix et les médailles amplifient cette dynamique. L'élève du mois, le tableau d'honneur, les compétitions entre classes, tout cela enseigne que la vie est une compétition constante où peu gagnent et beaucoup perdent, et que gagner signifie plaire à ceux qui sont au pouvoir, suivre les règles parfaitement, être meilleur que ses pairs selon des critères que vous n'avez pas choisis. La collaboration devient une menace, l'autre devient un concurrent. Observez le langage utilisé, performance, ranking, classement, objectif de rendement. Ce sont les mêmes termes que vous trouverez plus tard dans le monde corporatif. L'école est littéralement en train d'entraîner votre esprit à penser en termes de productivité, de compétition et d'évaluation externe. Vous êtes conditionné pour la course avant même de savoir qu'elle existe. La pression pour les résultats crée une anxiété chronique. Les enfants développent la peur de se tromper, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur devient le carburant qui alimentera toute leur vie adulte. Peur de perdre leur emploi, peur de ne pas pouvoir payer leurs factures, peur de ne pas répondre aux attentes. Le système a implanté cette anxiété en vous quand vous aviez 8 ans, et vous la porterez jusqu'à votre mort. Le plus pervers est que ce système se déguise en méritocratie. On vous vend l'idée que ceux qui font le plus d'efforts obtiennent les meilleurs résultats. Mais ce qui est réellement mesuré n'est pas l'intelligence, la créativité ou le potentiel, c'est la capacité de subordination et de conformité aux normes établies. Le meilleur élève est rarement le plus intelligent, c'est le plus obéissant. Tout enfant naît artiste, philosophe et scientifique. Il remet tout en question, expérimente constamment, crée des solutions inhabituelles à des problèmes simples. En quelques années d'école, cette curiosité naturelle est systématiquement éteinte et remplacée par la conformité intellectuelle. Le processus est si efficace
que les parents eux-mêmes célèbrent lorsque l'enfant, enfin, se comporte bien. Le processus a commencé subtilement. L'enseignant demande un dessin de la famille et corrige le garçon qui a peint son père en bleu. Les gens ne sont pas bleus, mon chéri. La fille qui écrit une histoire où les animaux parlent est orientée à être plus réaliste. Le garçon qui se demande pourquoi il doit apprendre les tables de multiplication par cœur au lieu de comprendre les modèles mathématiques est réprimandé pour perturber la classe. Chaque intervention semble petite, mais l'effet cumulatif est dévastateur. Chaque correction, chaque « ce n'est pas tout à fait ça », chaque fait comme tout le monde, est une petite mort de l'originalité. L'enfant apprend rapidement que penser différemment pose des problèmes, qu'être créatif est gênant, que remettre en question est irrespectueux. Son imagination, qui devrait être cultivée comme le plus grand trésor humain, est traitée comme un défaut à corriger. Le système dispose d'outils sophistiqués pour cela. Les activités standardisées garantissent que tout le monde arrive au même résultat par le même chemin. Les modèles pour les travaux scolaires éliminent toute possibilité d'expression individuelle. Les examens à choix multiples réduisent la pensée complexe à un choix entre des alternatives prédéfinies. La créativité est littéralement entraînée hors de l'enfant. Bonhoeffer mettait en garde contre la stupidité comme un phénomène sociologique. La stupidité est un ennemi du bien plus dangereux que la malice. Contre le mal, il est possible de protester. Contre la stupidité, nous sommes sans défense. Le système scolaire produit exactement cela. Non pas des personnes malveillantes, mais des personnes incapables de penser de manière critique, de remettre en question les structures, d'imaginer des alternatives. La stupidité systématique déguisée en éducation. La créativité devient quelque chose de réservé aux cours d'art, un compartiment séparé de la vie sérieuse, comme si la capacité de créer, d'innover et de voir au-delà de l'évidence n'était pas fondamentale dans tous les domaines de l'existence humaine. Cela prépare l'enfant à accepter des emplois où sa fonction est d'exécuter des tâches répétitives sans remettre en question leur but ou chercher de meilleures façons de les faire. Les enseignants les plus créatifs sont souvent les plus frustrés dans le système. Ils voient le potentiel gaspillé, mais sont soumis à la pression de programmes rigides, d'objectifs de réussite et d'une bureaucratie qui punit ceux qui osent être différents. Ils finissent par devenir des complices réticents d'un processus qui va à l'encontre de leurs instincts pédagogiques les plus profonds. Le système détruit autant les étudiants que les éducateurs. Le résultat final, des adultes qui ne parviennent pas à imaginer des alternatives à la vie qu'ils mènent, qui acceptent des emplois insatisfaisants parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent, qui ne remettent pas en question les structures sociales parce qu'ils ont perdu la capacité de voir des possibilités différentes. La créativité, tuée à l'école, manque pendant toute la vie adulte. L'école vend le récit le plus dangereux de tous. L'idée que le succès est le résultat direct de l'effort individuel et l'échec est le résultat de son absence. Ce mensonge non seulement justifie les inégalités existantes, mais programme les futures victimes du système à accepter leur propre exploitation. C'est la préparation psychologique à une vie de culpabilité et de résignation. Si tu fais des efforts, tu réussiras tout. Cette phrase, répétée à l'infini par des professeurs bien intentionnés, est l'une des plus grandes violences psychologiques commises contre les enfants. Elle ignore complètement les différences de classe sociale, les ressources familiales, le capital culturel et les opportunités disponibles. C'est comme dire que dans une course où certains partent 500 mètres devant, la différence n'est qu'une question d'engagement. Un enfant qui arrive à l'école sans avoir pris de petit déjeuner n'a pas la même capacité de concentration qu'un autre qui vient d'une famille structurée. Un élève dont les parents ne savent pas lire ne reçoit pas le même soutien à la maison qu'un autre dont les parents sont universitaires. Mais le système traite tout le monde comme s'ils partaient de la même ligne de départ. L'inégalité structurelle est masquée comme une différence d'effort personnel. Les meilleures écoles sont concentrées dans les quartiers riches. Les meilleurs professeurs gravitent vers les institutions qui offrent de meilleures conditions. Les ressources technologiques et les bibliothèques de qualité sont le privilège de quelques-uns. Mais quand un élève de la périphérie n'arrive pas à suivre, c'est de sa faute. Il ne s'est pas assez efforcé. Le système a été conçu pour produire ce résultat et ensuite blâmer la victime pour cela. Cette logique perverse s'étend à la vie adulte. Quand quelqu'un ne trouve pas un bon emploi, c'est la faute de sa formation inadéquate. Quand il n'arrive pas à payer les factures,
c'est parce qu'il ne s'est pas assez qualifié. Quand il vit stressé dans la course des rats, c'est parce qu'il n'a pas su faire les bons choix. Le système crée les problèmes et ensuite vend la solution. Plus d'éducation, plus de qualification, plus d'efforts individuels. Le système crée une hiérarchie basée sur un mérite apparent, mais soutenue par des privilèges réels. Les meilleurs élèves sont fréquemment ceux qui ont les meilleures conditions, pas nécessairement les plus intelligents ou les plus assidus, mais cette hiérarchie devient la base de toute l'organisation sociale future. Le garçon riche qui avait de bonnes notes devient le cadre qui exploite le garçon pauvre qui avait de mauvaises notes. Plus cruel encore, quand quelques rares réussissent à gagner malgré les désavantages, ils sont utilisés comme exemple pour prouver que le système fonctionne. Il a réussi. Pourquoi tu n'y arrives pas? Ces cas exceptionnels ne prouvent pas que le système est juste, ils prouvent exactement le contraire, montrant à quel point il est nécessaire d'être extraordinaire pour surmonter les barrières structurelles. L'exception est utilisée pour justifier la règle. La méritocratie scolaire prépare l'esprit à accepter la méritocratie corporative, où votre salaire reflète supposément votre valeur, où votre position hiérarchique est méritée, et où remettre en question ces structures est vu comme du ressentiment de ceux qui n'ont pas réussi à gagner. Le système t'enseigne à être ton propre geôlier, internalisant la culpabilité de ton échec dans un jeu qui a été manipulé depuis le début. La transition de l'école au travail est si douce qu'elle passe inaperçue. Ce n'est pas un changement de vie, c'est la continuation naturelle d'un conditionnement qui a commencé à 6 ans. Les structures sont identiques, seulement avec des noms différents. Le système éducatif est littéralement un camp d'entraînement pour la vie corporative. La table d'école devient bureau. Le signal qui contrôlait ton temps à l'école devient le badge électronique qui surveille ta journée. Le bulletin de notes devient l'évaluation de performance. L'appel quotidien devient le contrôle de présence. L'uniforme scolaire devient le dress code corporatif. La récréation de 15 minutes devient la pause café. L'architecture est la même. Contrôle, hiérarchie et standardisation. Plus important encore, la mentalité reste exactement la même. Vous attendez que quelqu'un vous dise quoi faire, comment faire et quand faire. Vous recherchez l'approbation des figures d'autorité. Vous êtes en compétition avec vos collègues pour des ressources limitées, promotion, augmentation, reconnaissance. Vous mesurez votre valeur par des métriques externes définies par d'autres. Votre esprit a été façonné pour fonctionner parfaitement dans cet environnement. Le chef remplace le professeur comme source de validation et de punition. Les objectifs de l'entreprise remplacent les notes comme mesure du succès. La peur d'être recalé, licencié, remplace la peur de redoubler. La structure hiérarchique reste intacte. Il y a toujours quelqu'un au-dessus qui dicte les règles et quelqu'un en dessous pour les obéir. Vous avez passé 12 ans à vous entraîner pour cela. L'école vous a appris à échanger du temps contre de l'approbation. Le travail vous apprend à échanger du temps contre de l'argent. L'école vous a conditionné à accepter des tâches répétitives et dénuées de sens. Le travail vous offre exactement cela. L'école vous a entraîné à ne pas remettre en question l'autorité. L'environnement de l'entreprise punit sévèrement ceux qui osent défier la hiérarchie. La préparation a été parfaite. Même le langage est identique. Rapport, deadline, performance, feedback d'objectifs, les mêmes termes que vous entendiez à l'école. La différence est que maintenant, au lieu d'échouer, vous êtes licencié. Au lieu de mauvaises notes, vous avez un bas salaire. Au lieu d'une punition chez le directeur, vous avez une réunion avec les RH. Le système s'est sophistiqué, mais l'essence est restée. Le cycle se referme lorsque vous, épuisé par la course, commencez à rêver de la retraite, qui n'est rien d'autre que la promesse d'être enfin libéré de la prison que vous avez vous-même aidé à construire. Mais vous découvrirez alors que vous avez passé toute votre vie à vous préparer à vivre et que vous ne vous souvenez plus comment faire. Schopenhauer a observé que la vie oscille entre l'ennui et la souffrance. Le système garantit que vous ayez les deux en abondance. La vérité brutale est que la plupart des gens vivent des vies qu'ils n'ont pas choisies, dans des emplois qu'ils n'aiment pas, en achetant des choses dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, pour impressionner des gens qu'ils ne connaissent même pas. Et tout cela a commencé le premier jour d'école, lorsqu'ils ont accepté que leur rôle dans la vie était d'obéir, de rivaliser et de produire pour soutenir un système qui les consume. Le conditionnement a été si réussi que la victime elle-même défend le système qui l'a servi. Et le plus tragique de tout,
Ils tiennent à placer leurs enfants dans le même système, perpétuant ainsi le cycle. Parce qu'ils ont été conditionnés à croire que c'est la seule façon de donner des opportunités aux enfants. Le système se perpétue à travers ses propres victimes, qui sont devenus ses défenseurs les plus fervents. Avant de nous quitter, voyez-vous maintenant comment votre propre éducation a façonné la vie que vous vivez aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, tapez dans les commentaires « Je me suis réveillé à la matrice ». N'oubliez pas de partager ce contenu avec ceux qui ont besoin de briser les schémas mentaux imposés par le système, activez la cloche et abonnez-vous pour plus de contenu de philosophie brutale qui détruit les illusions. À la prochaine vidéo.